Lecoing. Louis Lecoing. Vous connaissez? Auditeur de la radio, c'est à vous que je parle. Connaissez-vous Louis Lecoing? Lecoing? Oui, ça me dit quelque chose. N'est-ce pas lui qui a fait la grève de la faim il y a 2 ans pour obtenir je ne sais plus quoi? C'est pas un anarchiste qui... Oui, ça va, je vous ai compris. N'insistez pas. Je ne m'adresse pas ici aux innombrables amis de Lecoing, aux amis de France, d'Espagne, d'Italie, d'Amérique et de partout. Ceux-là savent à quoi s'en tenir. Je m'adresse aux autres, à ceux qui ne sont pas au courant, qui ont lu peut-être son nom quelque part, mais qui ne se souviennent pas à quel sujet exactement, parce que, n'est-ce pas, on a autre chose à faire. Hein. Eh bien, écoutez-moi, vous qui ne savez pas. Vous lirez Notre cœur ou Intimité plus tard, et vous ferez votre tiercé demain. Écoutez-moi, vous qui ne voulez pas entendre parler de politique, et qui avez autre chose à faire qu'à vous occuper de ces choses-là. Écoutez-moi, vous, les indifférents, les résignés, les égoïstes, et vous aussi, les hommes et les femmes de bonne volonté, qui ne demandent qu'à savoir pour aimer, mais à qui on n'a pas appris à savoir. Écoutez-moi, je vais vous présenter quelqu'un qui vous veut du bien. Votre ami Lecoing, le plus jeune d'entre nous, 78 ans, dont 12 de prison. Louis Lecoing, le 12 entêté, qui toute sa vie, à ses risques et périls, a dit non à la guerre, non à l'injustice, non à la force, non au mensonge, non à l'imposture, non à la dictature, qu'elle fût communiste ou franquiste. Un homme qui n'est pas un mouton, ni un loup. Louis Lecoing. La première fois que j'ai vu Lecoing, c'est il y a bien longtemps. On me fit passer une carte. Nom du visiteur, Louis Lecoing. Motif de la visite, action directe. Je ne me souviens plus de quelle action directe il s'agissait. Je savais bien sûr qui était Louis Lecoing, mais je ne le connaissais pas personnellement. Il entra, et je découvris soudain, avec un certain étonnement, un petit bonhomme qui avait l'air, pardonne-moi Lecoing, d'un ancien petit communiant. Le teint rose, l'œil bleu, un myosotis. Aujourd'hui, c'est au Petit Prince de Saint-Exupéry qu'il me ferait penser. Mais à cette époque-là, le Petit Prince n'existait pas encore. Je devais constater plus tard que de tous les êtres que j'ai rencontrés, Lecoing est de loin le plus courageux, le plus honnête, le plus désintéressé, le plus tendre aussi. Un cœur d'or dans une main de fer. Il n'est pas question, ici, de faire de la littérature à propos d'un homme qui a vécu la vie de Lecoing. Ce serait indécent. Retracer sa vie, c'est énumérer les étapes de son casier judiciaire. Un vrai livre d'or. Feuilletons-le ensemble, voulez-vous? 1906. Lecoing a quitté Saint-Amand. Il est à Paris. Il travaille 12 heures par jour, pour 3,50 francs, les 12 heures, tout compris. J'étais rempli de contradictions, écrit-il. Je me faisais peur en fouillant au-dedans de moi, n'y démêlant rien que de positif, que de flou. Il se cherchait. C'est ainsi qu'en se cherchant, il se retrouva, un soir de grève, dans un commissariat de police. Et comme les agents l'avaient passé à tabac, on l'envoya illico à la santé, sous l'inculpation de coups et blessures aux représentants de l'autorité. « Savez-vous ce que vous êtes ?» lui dit le juge d'instruction. « Vous êtes un anarchiste. » Un anarchiste, voilà. Le commissaire avait éclairé Lecoing sur lui-même, mais Lecoing sceptique n'en croyait pas ses oreilles. Et de soliloquer, étais-je un anarchiste? En train de le devenir, oui, peut-être. Qu'en savais-je alors? Reconnu coupable d'innocence, Lecoing est coupable de 3 mois de prison ferme, à titre d'encouragement. 1910. Lecoing a entendu des voix de Marcel Sembat, d'Albert Wilm, de Jaurès, admirable, exaltante, et voix du célèbre orateur libertaire Sébastien Faure. Et il ne se sent plus tout à fait seul au monde. Il est mobilisé à Caunes. Éclate la grève des cheminots. Son régiment est alerté. Ordre lui est donné de marcher contre les grévistes. Et Lecoing, tout naturellement, va trouver son colonel, comme ça, tout seul, et il refuse de marcher contre les grévistes. Je ne serai jamais un briseur de grève, ma conscience me le défend, car le soldat Lecoing ne connaît qu'un seul chef, sa conscience.
quand on sait combien il est périlleux au régiment de dire que la soupe est mauvaise quand elle est exécrable, on imagine, vous imaginez, vous qui m'écoutez, le courage qu'il a fallu au petit jardinier Lecoing pour dire non à son colonel. Tout le régiment acceptait, bien sûr, sans discuter, de marcher comme un seul homme. Mais Lecoing, comme un homme seul, refusait de suivre le régiment. L'affaire fit un bruit énorme. « Il faut faire un exemple !» hurlent les gens de presse. Dans l'Écho de Paris, M. Fronoin n'en revient pas. « Il paraît, écrit-il candidement, il paraît que Lecoing est un brave garçon, et que lorsqu'il parlait de sa conscience, c'était en toute bonne foi. » Et Fronoin, catholique pratiquant, de conclure, ce que Lecoing appelle la voix de sa conscience, c'est la voix du peuple et de tous les apôtres de la grève générale et de l'antimilitarisme. Son exemple veut qu'on y réfléchisse et qu'on s'en inquiète. On l'a intoxiqué. Que demain la guerre éclate, et il refusera de marcher contre les travailleurs des autres nations, ses frères. Ce sont là des théories abominables. Personne n'avait intoxiqué Lecoing, et il n'avait tenté d'entraîner personne avec lui. Il entendait bien prendre toutes ses responsabilités et ne les partager avec personne. C'est son côté égoïste. Coûte 6 mois de prison pour avoir sauvé l'honneur. L'honneur du drapeau noir, bien entendu. 1912. Lecoing a adhéré à la fédération anarchiste. Il collabore aux libertaires de Sébastien Faure. Les Balkans sont en feu. Bientôt, Poincaré sera à l'Élysée le démarcheur officiel de la mort. L'Europe ne sent pas bon du tout. Lecoing, qui voit venir la guerre de loin, avec ses gros croquenots, ses gros canons, ses grands charniers et toute sa saloperie, Lecoing, l'infatigable, traverse la France en long, en large et en travers. Il est, lui, le démarcheur de la vie. Il lutte de toutes ses forces contre la mort des autres. Campagne retentissante. Lecoing, oui, ce petit bonhomme, veut imposer la paix, ramener les gens à la raison. On n'a pas idée de ça. On arrête Lecoing. Il fera 5 ans de prison pour provocation au meurtre. Oui, pour provocation au meurtre. On croit rêver, on ne rêve pas. La vie, souvent, quel cauchemar. Mais la prison est une bonne école. C'est là qu'à 24 ans, Lecoing fait ses classes, qu'il lit les sociologues, les philosophes, les théoriciens d'anarchie, Proudhon, Boucanine, Kropotkin, Élisée Reclus, là qu'il étudie l'histoire et qu'il apprend la grammaire, ce qui lui permettra plus tard de devenir correcteur d'imprimerie, comme Georges Vidal, comme Colomer, comme Ruff, comme cet admirable Urérette Maître Jean qui fut la campagne de Victor Serge, et voilà comment. Un jour, plus tard, Lecoing, à l'imprimerie de l'Écho de Paris, corrigera les fautes de syntaxe et d'orthographe des académiciens maison. Eh oui, en prison, le petit jardinier de Saint-Amand se cultiva lui-même. Le Lecoing est une plante rare, mais vivace. Elle renaît toujours. Passons. Novembre 1916. Lecoing est libéré de la prison de Caen, mais en guise de levée d'écrou, on lui remet un ordre de mobilisation. Il doit rejoindre la section d'exclus de Bourges. Pas question pour lui d'obéir à cet ordre, M. Lecoing ne reçoit pas d'ordre. C'est Paris qu'il rejoint, où il fait aussitôt, on est en pleine guerre, imprimer un tract intitulé « Imposons la paix ». Il le répand à travers la France, le distribue lui-même rue de Belleville. Il obtient un grand succès populaire, suivi de 3 ans de prison. Mais ces 3 ans de prison, il ne les fera pas complètement. Il en fera d'autres plus tard. On lui notifie en effet une nouvelle fois l'ordre de rejoindre dans le Cher la section du 18e corps d'armée. En réponse à cette aimable invitation, il écrit au gouverneur militaire de Paris une lettre qui commence par ces mots « Je pense fermement qu'un homme peut et doit refuser d'en assassiner d'autres. » Le gouverneur militaire de Paris le fait quérir par 2 messieurs. Lecoing est reçu aux Invalides par un colonel qui se veut compréhensif. « Réfléchissez, mon ami, lui dit-il, ce n'est pas sérieux. Je vous donne 48 heures pour gagner le lieu qui vous est assigné. Là, après on verra. Vous êtes libre. » Mais Lecoing a autre chose à faire que de rejoindre un régiment. Pendant 8 jours, il circule dans Paris, suivi de loin par 2 agents de la sûreté qui, là de suivre cet incroyable marcheur de la paix, lui conseillent de passer subrepticement en Suisse.
Mais le Coin n'est pas un déserteur. Le Coin n'est pas un lâche. Le Coin est un objecteur de conscience. Nuance. Nuance. On le poursuit pour insoumission. Il restera en prison jusqu'en 1920, dans les pires conditions. De 1920 à 1939, bien des événements se succèdent, bien des tragédies se jouent, auxquelles Louis Lecoing participe avec une ardeur toujours renouvelée et que d'autres que moi vous raconteront. Ils vous parleront de Lecoing la justice. Moi, c'est de Lecoing la paix, et de celui-là seulement que je veux vous entretenir. 1939. La guerre revient, et Lecoing retrouve tout naturellement ses 20 ans. Mais cette fois, il n'attendra pas qu'elle éclate. Il la prendra de court, cette garce, et il tire à 100 000 exemplaires un tract intitulé « Paix immédiate ». Et ce tract, qu'il fait signer par de hardis pacifistes, dont quelques-uns plus tard renieront leur signature et accableront Lecoing, passons, on en reparlera. Ce tract, dis-je, éclate comme une bombe, mais pas comme une bombe à retardement. Encore Lecoing ? Voilà la police mobilisée, c'est bien son tour, et lancée à la chasse au Lecoing qu'elle finit par arrêter à Angers, où d'ailleurs il ne se cachait pas. Il est jeté en prison. Mais Frossard, le ministre socialiste, aime bien Lecoing. Lecoing ne sera pas assassiné, mais il connaîtra l'horreur des prisons, l'horreur des camps. On le transporte de la Santé à Gurs, de Gurs à Nixon, de Nixon à Djelfa en Algérie. On espérait que Lecoing crèverait du typhus. Mais Lecoing est aussi contre le typhus. Et finalement, il nous sera rendu intact, tel qu'en lui-même la liberté le change. Cher Lecoing. 1962. Lecoing a 74 ans. Et à 74 ans, il commence la grève de la faim pour obtenir du gouvernement la reconnaissance du statut des objecteurs de conscience, statut qu'il a rédigé avec Albert Camus. Pendant 22 jours, le jeune Lecoing lutte de tous ses 74 ans contre la mort. Qui cédera de lui ou du pouvoir? Le cœur tiendra-t-il? L'opinion mondiale s'émeut, des pétitions circulent, un mouvement extraordinaire de sympathie se manifeste spontanément un peu partout, et cela va d'André Breton à Cocteau, de Lanza Delvasto à Martin Chauffier, d'Henri Poulaille au bâtonnier Torpe, de Jean-Marie Domenac à Dignimont, de Dignimont à Jean Pollan. Mais depuis 50 ans, Lecoing et son idée avaient fait leur chemin. Le chemin de ronde de la santé mène à tout, à condition d'en sortir. On trouve maintenant presque normal qu'un homme refuse d'être un assassin. Mais, tandis que la pétition circule, le cœur de Lecoing bat de moins en moins fort. Cette grève de la faim ne peut plus durer. On ne peut pas laisser mourir Lecoing, c'est pas possible. Enfin, le gouvernement cède au dernier moment, c'est le cas de le dire, quelques minutes avant que Lecoing... Mais ne prononçons pas ce mot-là, puisqu'il n'a pas eu lieu et que Lecoing est vivant. Il a gagné la dernière bataille d'une guerre qu'il livrait depuis 52 ans. Il a donné aux hommes de chez nous le droit de ne pas tuer son prochain. N'est-ce pas merveilleux? Il nous reste à souhaiter que ce droit de l'homme, si chèrement payé, devienne un devoir. Le devoir de respecter la vie d'autrui et de ne plus être une bête sauvage. Lecoing, enfin, a son statut. Il peut désormais vivre en paix. En paix. C'est beaucoup dire. Nous sommes en 1966, et à l'heure où je vous parle, Lecoing est toujours sur le tas. Il a encore quelques comptes à régler. Il y a là-bas, en Espagne, des camarades qui... Il y a là-bas, en Afrique, des esclaves que... Il y a là-bas, aux Indes, des hommes qui crèvent de faim et que... Il y a là-bas, les Russes qui tiennent un peuple entier sous le joug et qui croient faire le bonheur des masses en faisant le malheur de l'individu. Il y a là-bas des écrivains qu'on envoie au bagne. Et là-bas, en Asie, il y a Mao Tse-tung, prêt à sacrifier 100 millions de vivants et en exterminer quelques autres pour un avenir dont il ne sait même pas ce qu'il sera. Il y a la bombe atomique, il y a Lecoing qui continue à croire en la justice, en la fraternité, au bonheur universel. C'est un saint, un vrai saint, et qui pour un peu nous ferait croire à l'existence de l'homme. Aujourd'hui, en guise de préface, vous allez entendre parler de la justice et de la paix par des hommes
qui savent ce que c'est que l'injustice et que la guerre. La justice, la paix. Ces deux mots-là vous disent-ils quelque chose ou ne sont-ils que des mots de batteurs d'estrade? Est-ce que ça existe, la justice et la paix? Pour Lecoing, oui, ça existe. Et la preuve, c'est qu'il se ferait tuer pour eux. Le premier témoin, c'est Jean Gauchon. Qui est Jean Gauchon? Gauchon est un instituteur. Il était instituteur et il a travaillé pour être avocat. Et pour être avocat, pour défendre qui? Uniquement pour défendre les objecteurs de conscience. Il passa son droit et pendant 10 ans, il se consacra à cette défense, exclusivement à cette défense. Au bout de 10 ans, bien entendu, il ne s'était pas enrichi, car les objecteurs de conscience sont généralement de pauvres gens, et alors il demanda sa réintégration dans l'enseignement. C'est quand même un type pas ordinaire, non? Lecoing est un pacifiste intégral. Oh, je sais ce mot pacifiste, tout le monde l'emploie, c'est un mot très galvaudé. D'ailleurs, qui n'est pas pacifiste? De l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche, on est pacifiste. On est pacifiste, mais toujours avec des restrictions, avec des réticences, avec des nuances, avec des mais, avec des si. Lecoing, lui, est le pacifiste absolu. Cela signifie tout simplement qu'il n'admet aucune espèce de guerre, quel que soit le prétexte dont les colorent les dirigeants. Car il sait fort bien que tout en effet n'est que prétexte dans la déclaration de guerre, et que les véritables motifs sont soigneusement cachés par ceux qui les déclenchent, sans quoi les peuples ne voudraient jamais faire la guerre s'ils connaissaient ces vrais motifs. Tous les pacifistes intégraux pensent, avec Lecoing, que, comme l'écrivait Bertrand Russell, pas un seul des maux que l'on veut éviter par la guerre n'est un mal aussi grand que la guerre elle-même. Et combien cette prophétie pourrait s'appliquer encore mieux aujourd'hui dans notre ère atomique. Qu'est-ce donc que le pacifisme intégral? Eh bien, c'est le refus de toute guerre. C'est le refus absolu. C'est le fait de dire « je sais que toute guerre est mauvaise », qu'aucune guerre ne peut apporter la satisfaction, le bonheur, la prospérité à un peuple, même est-il vainqueur, car en réalité il n'y a pas de peuple vainqueur à la suite d'une guerre, il n'y a que deux camps qui sont vaincus, et quelques profiteurs dans les deux camps qui, eux, sont vainqueurs. Voilà quelle est la doctrine du pacifisme intégral. Partant de cette thèse, le pacifiste intégral est celui qui, dans tous les cas, refuse absolument de faire la guerre. C'est l'opinion de Lecoing, et c'est l'opinion de tous ses amis groupés au sein de l'Union pacifiste de France, qui unit tous les pacifistes intégraux, sans tenir compte de leur idéologie particulière, de leur religion, de leur philosophie, étant donné qu'ils n'ont qu'un but commun, c'est-à-dire la destruction de tous les moyens qui permettent la guerre, le refus absolu de participer à quelque guerre que ce soit. Second témoin, Émile Baucher. C'est un pacifiste depuis le début du siècle. Il a été arrêté dès la Première Guerre comme objecteur de conscience. Depuis, il a créé il y a 15 ans, je crois, un grand mouvement de pacifistes et un journal, La Voix de la Paix, qui paraît toujours. Eh bien, La Voix de la Paix, c'est la sienne. On va l'entendre. Je suis pacifiste depuis pratiquement le début du siècle. J'ai eu la douleur de perdre au cours de la guerre 14-18 3 de mes frères. Et à ce moment, je me suis posé la question, pourquoi la guerre? Cela m'a amené à me pencher sur les problèmes de la paix et de la guerre et sur les rapports de la justice avec la paix. Pour moi, j'ai considéré dès le départ que la guerre était l'injustice suprême. Il ne peut pas y avoir de guerre juste lorsqu'il s'agit de jeter les peuples les uns contre les autres, car tous les peuples ont des intérêts communs, ont des sympathies communes. Il n'est pas concevable d'envisager une paix internationale tant qu'on n'envisage pas la paix sur le plan social, sur le plan intérieur d'une nation. Il y a 4 ans, en 1962, Louis Lecoing, on s'en souvient peut-être, mais on sait que les Français ont la mémoire courte. En 1962, donc, Louis Lecoing avait 74 ans. Et il fit la grève de la faim, une grève de la faim qui dura 22 jours,
pour obtenir la libération des objecteurs de conscience et la reconnaissance de leur statut qu'il avait rédigé en compagnie d'Albert Camus. Lecoing était à l'hôpital, il était à Bichat, et à ce moment-là, il reçut du monde entier des télégrammes d'encouragement et de félicitations. Et c'est à ce moment que Lecoing reçut à son chevet la visite de Manès Perbert. Qui est Manès Perbert ? Manès Perbert est un philosophe, un essayiste dont les écrits font autorité. C'est un Autrichien naturalisé français qui fut interné par Hitler et qui est maintenant à la tête de la direction littéraire d'une grande maison d'édition parisienne. On peut dire d'une façon générale que la question de la paix a été considérée comme une question centrale, notamment dans toute la propagande et dans l'enseignement du mouvement ouvrier, marxiste aussi bien que non marxiste. Et jusqu'à 1914, c'était en quelque sorte une certitude axiomatique que si une guerre arrivait, la classe ouvrière organisée, la social-démocratie, les socialistes de toutes les branches et toutes les fractions s'élèveraient comme un homme contre la guerre. On parlait alors d'une grève générale et internationale. Je n'insistais pas puisque l'on sait que rien de tout cela n'est devenu réalité, qu'en effet, le début de la guerre de 1914 représente la première, la plus grande, la plus cuisante, la plus fatale défaite du mouvement ouvrier. C'est donc à l'ombre de cette terrible défaite prévue par personne qu'il faut considérer les phénomènes que représente Lecoing et son pacifisme intégral. D'autant plus que Lecoing lui-même ne s'est jamais réclamé du marxisme, jamais de ces mouvements ouvriers qui semblaient appeler à régler, en même temps que toutes les autres questions sociales, la question de la guerre et de la paix. Il n'y a pas une trace de tactique dans l'attitude de Lecoing. Son attitude est en quelque sorte intransigeante et totale. Il n'admet pas la violence comme moyen de règlement des questions pendantes entre les nations. Par conséquent, quels que soient les belligérants, quelles que soient les causes dont ceux-ci pourraient justement ou injustement se réclamer, il est contre l'emploi des méthodes de la guerre, c'est-à-dire de la violence entre les nations pour ce règlement. Il y a des gens qui ont de la suite dans les idées. Voilà maintenant le pasteur Rosaire. Le pasteur Rosaire est un vieux pacifiste qui fut emprisonné en 1914-18 sous le gouvernement de Poincaré, dans la même prison que Lecoing. C'est là qu'il fit reconnaissance. Et en 1939, il fut emprisonné à la Santé, toujours pour pacifisme, par le gouvernement de M. Daladier, à cette même Santé où il refit connaissance avec Lecoing qu'il retrouva. Voilà, si tous les gens d'église voulaient nous donner la main, comme dit l'autre, enfin écoutons le pasteur Rosaire. On ne s'étonnera pas qu'un pasteur commence par une citation de l'Écriture. Le prophète Isaïe, en effet, dit que la justice et la paix s'entrebaiseront. Et c'est assez dire que la pensée commandée par la parole de Dieu s'accorde à reconnaître qu'il n'y a pas de justice sans paix, pas plus qu'il n'y a de paix sans justice. La paix qui ne serait pas accompagnée d'une analyse, d'une étude attentive des circonstances politiques générales ou des circonstances économiques aussi, serait une pauvre paix fort précaire, mal informée, boiteuse, et qui laisserait opérer tous les facteurs inclus dans la vie publique, politique ou économique, tournés jusqu'à la guerre. Justice et paix, Émile Baucher a encore un mot à dire. Dans les rapports entre les hommes, tant que l'injustice subsistera, il ne peut pas y avoir de paix, et dans les rapports internationaux, il en est de même. Sans le bourrage de crâne, sans le mensonge, sans les déformations des faits, sans la dénaturation des textes diplomatiques, on n'obtiendrait jamais que les hommes s'entretuent. C'est parce qu'on trompe les hommes
en leur représentant que de l'autre côté des frontières, il peut y avoir des gens qui veulent les exterminer, que les peuples, par un souci de défense qui est légitime, s'imaginent que par la guerre, ils peuvent se protéger. Or, en réalité, ce ne sont là que des machinations de la part des gouvernements qui ont intérêt à tromper leurs peuples pour pouvoir les lancer dans la guerre. Les peuples ont des intérêts communs. Il n'y a pas de différence entre un mineur allemand ou un mineur italien et un mineur français, tandis qu'il y a une différence essentielle entre un militaire commandant une armée allemande ou une armée italienne ou une armée française et le soldat d'une de ces nations. Ces gens-là ne pensent pas de la même façon. Mais écoutez bien, car c'est très important. C'est un problème qui vous concerne, qui nous concerne tous. Les conclusions de Manès Sperber. N'importe quel parti est porté à mettre à son service la vérité, si elle lui est favorable, la morale, si elle lui est favorable, et toutes les bonnes choses dont on puisse imaginer, si elles lui sont favorables. Et au contraire, de défigurer la vérité, de la nier ou de s'en détourner de toute façon, si elle lui est pas favorable. Donc, il y a une attitude qu'on peut appeler l'attitude de la manipulation politique de toutes les idées étant l'objet de ces manipulations. En revanche, et au contraire de cette attitude, courante depuis toujours, et l'attitude qu'on peut appeler socratique, si vous voulez, et qui est celle qui fait dépendre les jugements sur la politique, sur tous les actes humains, d'une éthique intransigeante. Dans ce cas, c'est la guerre, la paix, la politique, les partis qui sont l'objet. Et cette éthique ou ces principes, ces critères sont le sujet. Or, dans l'attitude de Lequin, sans qu'il emploie des termes philosophiques, il y a évidemment cette proclamation constante de la primauté de l'éthique sur tout ce qui est politique. Quand on connaît les débuts de sa vie, on comprend qu'il y a là une soif infinie de justice. Justice pour tous les hommes, sans exception. Là encore, nous avons ce principe éthique qui n'admet pas qu'il y ait des petites différences tactiques, opportunistes, etc. La justice est indivisible, comme la paix est indivisible, comme la liberté est indivisible. Ou c'est la liberté pour tout le monde, ou la liberté est menacée, et en effet, une liberté fractionnée n'est pas la liberté. Ce sont des libertés, des petites libertés. Mais si la liberté, si la justice, si la paix ne forment qu'un tout, comment le défendre ce tout? Comment l'imposer aux autres? Comment l'imposer au monde? Pasteur, vous avez une opinion? La justice qui chercherait à s'accomplir, comme elle le fait trop souvent, à travers la violence, dans la guerre, pensant par là se bien défendre ou se maintenir, simplement, cette justice-là est immédiatement contrefaite par le jeu de la brutalité, non seulement dans les actes, mais dans les sentiments, et elle se perd au moment qu'elle croit se sauver. Ainsi, la justice et la paix vont ensemble. On pensera bien que je ne dis pas ces choses en faisant abstraction de la foi du chrétien que je suis. Mais c'est précisément à cause de cette foi, qui ne se veut nullement fermée sur elle-même, mais qui sait se saisir de la vérité, qui est toujours de même origine, par quelque bouche qu'elle s'exprime ou dans quelque attitude qu'elle se manifeste. C'est à cause de cette foi même que je crois reconnaître chez cet homme qui, très clairement, très simplement aussi, déclare n'avoir point de foi, du moins religieuse, que je crois retrouver des harmoniques à ma propre position. La vérité n'est la possession d'aucun corps organisé, d'aucune église. Le malheur a voulu que nos églises, et je m'en sens solidaire assez pour le dire ainsi, que nos églises aient trop souvent pensé avoir une espèce de monopole de la vérité ou de la justice,
Et elles ont été jusqu'à se faire un monopole de l'amour. Mais bien à tort. Dès le moment où elles passaient de l'être à l'avoir, où elles préféraient la possession au service, elles se déconsidéraient comme telles. Et alors, elles n'étaient plus à même de juger ceux qui, en dehors d'elles, faisaient effort, comme c'est le cas pour Louis Lecoing et pour tant d'autres, vers la justice et vers la vérité. Ils étaient 12 apôtres qui faisaient partie du comité de défense des objecteurs de conscience, comité créé par Lecoing, bien entendu. Parmi ces 12 apôtres, il y en avait 2 qui étaient, pour ainsi dire, chargés de mission et dont l'influence était grande auprès des membres du gouvernement. Le premier, c'était Camus. Malheureusement, on n'entendra pas sa voix, et on sait trop pourquoi. Le second, c'était l'abbé Pierre. Probablement que plus tard, si le monde survit à ces énergies nouvelles qui sont entre les mains des hommes, depuis que la puissance atomique existe, plus tard, probablement, ceux qui feront un peu la philosophie de l'histoire, comme on dit, diront que notre temps a été un temps complètement nouveau sur plus d'un point, en particulier par ce fait qu'un idéal parmi les plus élevés de l'humanité, qui a été au long des siècles de faire que la force, toute force, soit protection, service du faible, service de l'innocent, opprimé. Il apparaîtra que notre époque s'est trouvée tout d'un coup comme condamnée à dépasser cette situation, puisque désormais l'homme est devant une puissance de force tellement colossale que si l'homme s'en sert même avec l'idéal le plus élevé et dans la meilleure intention pour la protection, la défense de l'innocent menacé ou opprimé, il devient une évidence qu'il y a une énorme probabilité d'anéantir l'innocent en même temps que l'oppresseur et que le coupable. La force ne peut plus suffire à donner la protection, la sécurité, la confiance. L'homme ou bien désespérera, ou bien devra trouver d'autres formes de force. Quelque chose qui est d'une grande valeur sur ce problème du service de la justice par le don de sa propre vie. Quelque chose qui a été pour moi merveilleux, c'est que ce fut un des terrains sur lesquels il m'a été donné de me rencontrer dans une fraternité absolue, mais atteignant le plus profond de l'être, avec des frères humains qui étaient bien loin de toute position d'estime à l'égard des diverses communautés religieuses, à l'égard des églises, ou même à l'égard de la foi au sens formel, précis du mot. Je dois dire, et je crois que je le peux en toute loyauté, sans que ça soit vouloir exploiter une situation pour une espèce de prosélytisme déguisé, mais je dois dire, je l'ai écrit un jour à Louis Lecoing, au moment de sa grève de la faim, que pour moi, c'est en fait mettre sa vie en jeu par amour. C'est ça, être religieux. Je lui disais, je suis certain que si je mérite d'être reçu par l'Éternel qui est amour, je vous y retrouverai. Il y avait autrefois dans le cabinet de Maître Henri Torres, qui fut l'avocat du colonel Massiat et de Louis Lecoing, de Germaine Berton et de Louis Lecoing, de Bonnet-Missy et de Louis Lecoing, d'Henri Guilbeault et de Louis Lecoing, de Clotz et de Louis Lecoing, de Clotz, l'ancien ministre. Il y avait dans ce cabinet 2 jeunes avocats. Le premier était Robert Lazuric, qui dirige maintenant un grand journal du matin, et qui est un garçon charmant. Et il y avait un poète,
un poète qui fréquentait un peu le milieu surréaliste et qui avait fondé une revue d'ailleurs qui s'appelait L'œuf dur, avec Mathias Lubeck. Ce secrétaire, qui est maintenant un grand avocat, s'appelait Gérard Rosenthal, et il a suivi, bien entendu, l'exemple de son patron Henri Torres. Il a défendu Lecoing, bah voyons. Henri Torres disait de Lecoing, ce petit homme conjugue à la fois en lui les qualités de l'abbé Pierre et de l'enchanteur Merlin. La presse syndicaliste disait qu'il était tout petit, seul et immense. Pour nous les jeunes, il nous venait, après 12 ans de prison qu'il avait subi pour ses idées, entouré d'images d'un passé récent, mais qui déjà s'effaçait. C'était d'abord les anarchistes révolutionnaires, l'action directe, l'action syndicale, les grèves menées avec la chaussette à clous, le sou du soldat. Et c'était d'autre part l'image des conseils de guerre, des bataillons d'Afrique, des chaouches, du tourniquet. Mais dans la réalité, nous avons eu un homme qui surtout s'imposait par une incroyable énergie et un esprit de sacrifice absolu. L'unité de la vie de Lecoing est extraordinaire. Depuis l'adolescence, presque depuis l'enfance, jusqu'à aujourd'hui, elle a été dans toutes les périodes et selon tous les besoins, totalement dévouée à l'idée de la paix et au refus de participer à la guerre. C'est vrai ce que vient de dire Gérard Rosenthal. Louis Lecoing est un caractère, c'est même un cas. Ce courage, cette ténacité, cette suite dans les idées, ce parfait désintéressement, c'est pas normal. Il y a là de quoi passionner un psychologue. C'est pourquoi notre ami Manès Sperberg reprend la parole. Lecoing représente très curieusement un genre d'attitude dominée par une éthique absolue dans ses exigences. Et je me demande d'où vient ce genre de certitude. Et alors là, je pense qu'il y a réellement une source dont peut jaillir, et cette fois, c'est cette voix. Il a vécu enfant toute cette injustice des classes, injustice des hommes. Il a vécu l'humiliation organisée par toute une société. Et je pense que l'humiliation, plus encore que toute passion, peut faire naître ou la violence sans limite, ou alors dans une surcompensation rarement réussie, ce genre de fierté grâce à laquelle un homme peut être pénétré par une certitude et en rester habité toute une vie. Pour ma part, je ne suis pas toujours d'accord, tant s'en faut, avec Lecoing, avec ses options, mais je lui accorde ceci. Il va parfois trop loin, beaucoup trop loin, parce que les autres ne vont pas assez loin dans cette direction qui est la sienne. Pourquoi les autres ne vont-ils pas aussi loin que Louis Lecoing? Pourquoi? Parce que il faut avoir beaucoup de force, beaucoup de ténacité et une très grande foi pour aller jusqu'au bout de la vérité. Je crois que c'est le point de vue du pasteur Rosaire. Depuis quelques 40 ans que je milite pour la paix, j'ai toujours constaté que tous les pacifistes étaient aussi des gens très acharnés à servir la justice. Inversement, tous ceux qui cherchent la justice avec fermeté sont conduits de plus en plus à servir également la paix. L'une et l'autre vont ensemble. Le service de la justice est finalement premier, puisque c'est l'injustice qui conduit à la guerre. Et c'est sans doute un signe à l'honneur de notre humanité qu'elle ne peut pas la supporter, l'injustice, au-delà d'un certain point.
Gandhi, dans ses lettres à l'ashram, a écrit « La vérité est Dieu ». Nous pensons, quant à nous, que Dieu est antérieur, que Dieu, c'est lui qui commande et réalise la vérité. Mais peu importe, je ne chercherai pas cette mauvaise querelle à un homme que je considère comme le plus grand de notre génération. Gandhi, en effet, estimait que le service de la justice, comme celui de la paix, ne s'entendait pas en dehors d'un service absolu de la vérité. C'est au point qu'il voulait s'interdire toute espèce de dissimulation. Que Gandhi, lorsqu'il voulait entreprendre une action contraire à l'ordre établi par la puissance occupante qu'était la Grande-Bretagne, s'empressait toujours d'en avertir tout un chacun, pas seulement ses commettants qui auraient à le suivre, mais les gouvernants anglais, par la voie de la presse qu'il contrôlait dans toute l'Inde, mais aussi par des lettres ou par des démarches personnelles auprès des autorités britanniques, pensant que la vérité est un facteur de la paix, comme inversement le mensonge est la première vague de la violence. Je pense que des exemples plus proches de nous le montreraient assez clairement, et sans remonter beaucoup plus loin, le régime hitlérien nous a assez montré qu'en mentant sur tous les tableaux, il avait peu à peu brouillé tellement la situation qu'elle ne pouvait plus se dénouer que dans la violence. Ainsi, le travail de la paix doit commencer par démasquer tous les mensonges qui sont impliqués dans une situation politique et aussi dans un ordre économique qui lui-même manque à la justice. Paix, justice, vérité, on ne peut pas séparer ces mots les uns des autres, pas plus qu'on ne peut séparer dans une conscience le service de l'une et de l'autre. À ne pas servir la paix, on manque à la justice. À ne pas servir la justice, on manque à la paix. Et la vérité, dans tous les cas, est obnubilée ou détruite. Dernière minute. Je viens de communiquer à notre ami Louis Decoing les conclusions du pasteur Rosaire. Et bien entendu, une fois de plus, Louis Decoing n'est pas d'accord. Il est d'accord sur les mensonges d'Hitler, bien sûr. Hitler a menti, mais n'oublions pas que notre ami Lecoing est un homme juste. Il veut rendre sa part à chacun. Et me dit-il, et les mensonges de 1914, et les mensonges de la dépêche d'Ems en 70, et les mensonges... Mais arrêtons-nous là, ne redescendons pas ou ne remontons pas le cours de l'histoire, car des mensonges, il y en a eu, il y en aura d'autres, il y en a peut-être déjà d'autres. Nous avons réuni dans cette émission témoin quelques amis de Lecoing, des camarades de combat, Nicolas Faussier, Robert Proy, Émile Baucher, le pasteur Rosaire, Robert Jospin, Jean Cochon, May Piqueret, et deux de ses plus fidèles avocats, Maître André Berton et Maître Gérard Rosenthal. On aura beaucoup requis contre Lecoing. C'est bien le moins qu'on écoute ses défenseurs. Robert Proy? Pour parler en connaissance de cause d'une personnalité telle que Louis Lecoing, il faut avoir suivi d'assez près les événements qui ont jalonné sa valeureuse existence. Maître André Berton? Je connais Louis Lecoing depuis bientôt près de 60 ans. Louis Lecoing m'avait choisi comme avocat alors que j'étais à mes débuts au palais, et depuis je l'ai toujours suivi. Louis Lecoing a été la victime d'un certain nombre d'injustices. Il a été condamné innocent en 1907. Après, par solidarité avec les grévistes cheminots étant militaire, il a refusé de remplacer les cheminots grévistes. Et je sais que devant le Conseil de guerre, où il était défendu par mon regretté ami René Dupré, je sais qu'il a tenu tête au président et qu'il a indiqué les raisons pour lesquelles il pensait qu'il n'était pas possible
à un ouvrier sincère et courageux de participer à une action qui n'avait pour but que de briser une grève qui était organisée par le syndicat des cheminots. Depuis cette date, j'ai toujours suivi Louis Lecoing. Louis Lecoing, qui a eu des moments pénibles, de gêne, presque des moments de misère, a fait le sacrifice de tout ce que la vie peut donner d'agréable pour remplir ce qu'il estimait être son devoir. Il l'a fait ne craignant ni la prison, ni même la mort. Je l'ai vu en prison. J'ai eu l'occasion de lui rendre visite lorsqu'il était interné au camp de Gurs dans les Pyrénées, lorsqu'il avait participé à l'action relative à un tract intitulé « Paix immédiate ». J'ai été le témoin des souffrances qu'il a endurées, et ainsi, sur le plan civique, il est incontestable qu'il mérite toute notre estime. Robert Proy. Ce qui marque en effet la vie de Lecoing, c'est le dévouement à une seule cause, considérée par lui comme primordiale, celle de la paix du monde. Au service du pacifisme qu'il anima dès sa 19e année, il devait accomplir des actes individuels à lui-même toujours préjudiciables et sacrifier, à la poursuite de son objectif, toute ambition de réussite au sens où l'on entend couramment ce terme, toute prétention à une vie exempte d'inquiétude. Ulcéré de constater dès le jeune âge combien les hommes se conduisent mal sur cette terre, il ne put faire autrement que d'obéir aux forces profondes qui l'entraînaient à faire comprendre à ses semblables à quel point ils se fourvoyaient et à leur montrer par l'exemple dans quel sens ils devraient infléchir leur destin. Pasteur Rosaire. J'ai fait connaissance de Louis Lecoing depuis un certain temps déjà, et j'ai toujours trouvé cet homme représentatif du plus beau type d'homme, aussi droit que ferme, prêt à toujours affronter la difficulté pourvu qu'il avançât dans le chemin d'une plus grande justice ou d'une plus grande vérité. Ce sont des choses qui ne peuvent pas laisser indifférent un homme qui a quelque goût pour la justice et pour la vérité. Lecoing, je me permets de l'appeler ainsi familièrement parce que chaque fois que je lui ai dit « Monsieur Lecoing », il proteste, mais je le dis en esprit. C'est un grand monsieur. Et je suis très heureux de le souligner avec une pleine conviction. Je pense qu'il a servi dans toute sa vie une cause qu'on n'appelait pas celle de l'objection de conscience au départ, quand il a commencé pendant la guerre de 14-18 et déjà avant, qu'on a appelé comme cela seulement après l'expérience des Anglais pendant la Première Guerre, mais peu importe, le mot, la chose, était et a été dans sa vie au premier plan. Quand il était en prison pendant la Première Guerre, quand il a servi ensuite en rassemblant des foules dans l'affaire de Sacco et Vanzetti, quand plus récemment il a pris position par ce jeune, disons, historique, qui a fait déboucher une question embarrassée depuis très longtemps, celle de l'objection de conscience, il servait toujours le même dessein. Et c'est cette continuité de son destin qui me paraît très remarquable, au milieu d'événements qui auraient bien pu, de mille manières, l'en décourager. Robert Proy. Il mena donc une vie de militant, persuadé que la paix universelle est inséparable de la paix sociale, et apportant son concours aux luttes syndicales en même temps qu'à toute propagande nationale ou internationale propre, selon lui, à faire avancer l'humanité dans la voie de l'harmonie et de la paix. L'harmonie, pour lui, comporte respect de la vie humaine, justice et équité dans la répartition des biens, liberté individuelle aussi large que possible. À ces fins, il déploya une activité sans égale
et déclarer sa foi dans l'excellence de l'anarchie, doctrine ayant ses préférences, et qui, selon la définition d'Élisée Reclus, serait la plus haute expression de l'ordre. Or, parmi les hommes de sa génération qui se recommandaient de la même doctrine, il ne fit pas toujours l'unanimité. Il y a lieu de préciser que les idées anarchistes peuvent présenter deux tendances. D'une part, l'anarchisme individualiste, d'autre part, l'anarchisme collectiviste, ou anarcho-syndicalisme, ou communisme libertaire, c'est-à-dire, dans les deux cas, une opposition absolue au communisme totalitaire tel que nous le voyons s'implanter sur une notable partie du globe. Lecoing rencontra donc, et rencontre toujours, parmi ses camarades de lutte, certains réticents qui lui reprochent son individualisme sous le prétexte que ses actions les plus spectaculaires, refus de porter les armes, qu'il conduisit en prison pour 5 ans à la veille de la guerre de 14-18, agitation en faveur de Sacco et Vanzetti, et campagne contre l'extradition des anarchistes espagnols Ascaso, Durruti et Jover en 1927, animation de solidarité internationale antifasciste pendant la guerre d'Espagne, tract contre la guerre en 1939, grève de la faim en 1962 en faveur des objecteurs de conscience, campagne actuelle contre Franco, que toutes ces actions, disons-nous, ont été le fait de sa volonté personnelle, sans qu'il en référât de bon gré aux organismes syndicaux ou anarchistes existants. À cela, Lecoing répond qu'il n'a jamais tenté aucune entreprise sans être assuré de l'approbation de ses frères de classe, et s'est toujours appliqué à entraîner avec lui certaines des plus hautes consciences de notre époque. Et en effet, nous l'avons vu entreprendre des propagandes diverses, en s'entourant de comités où figuraient des hommes aussi différents que Vincent Auriol, André Breton, Albert Camus, Jean Cassou, Galtier-Boissière, Jean Giono, Henri Janson, Morvan-Lebesque, Martin Chauffier, Jean Paulan, André Philippe, l'abbé Pierre, Emmanuel Robles, le pasteur Rosaire, Henri Torres, etc. Or, le voici maintenant à un âge avancé, 78 ans environ, qui vient de publier son autobiographie sous le titre « Le cours d'une vie ». On peut avoir sur lui des opinions contradictoires, mais on doit faire l'unanimité sur le fait qu'il mérite, tel jadis Robespierre, d'être surnommé l'incorruptible. Nicolas Fossier. Lecoing n'est pas cette espèce de doux rêveur que l'opinion se plaît à examiner, mais c'est un homme qui a un sens pratique de toutes ses actions. Lecoing anti-parlementaire, par principe, en tant que libertaire. Il n'ignore pas, par exemple, que dans la société actuelle, tout se règle par une législation appropriée. Eh bien, en conséquence de cet état de fait, Lecoing, par ses interventions auprès des parlementaires, voire auprès de ministres, est à l'origine de plusieurs projets de loi contre l'extradition et le droit d'asile. La loi sur le droit d'asile a été inspirée par l'anarchiste Lecoing. Je veux dire qu'il restait réaliste. Il avait un sens pratique de ce qu'il fallait réaliser, de l'opportunité des actions à entreprendre, soit pour la défense des libertés, contre les servitudes totalitaires, le danger de guerre et la défense de l'homme en général. Robert Jospin. Lecoing ayant distingué où était le devoir, son devoir, Lecoing s'y est attaché. Il s'y est accroché et il y est resté fidèle. Lorsqu'il a fait sa grève de la faim, vous le savez, malgré l'intervention des amis, malgré l'intervention de sa fille, qui restait son plus grand amour après la disparition prématurée de sa compagne, malgré cela, il n'a cédé à aucune voix, même celles qui pouvaient être les plus déterminantes. Il avait vu où était son devoir, et il a dit « j'irai jusqu'au bout ». Il espérait qu'il n'aurait point besoin d'aller jusqu'au bout, mais il était peut-être le seul à certains moments à l'espérer. Pas mal autour de lui craignaient une issue fatale, avant même que ce qu'il exigeait, le dépôt d'un projet de loi pour la reconnaissance légale de l'objection de conscience, ait eu lieu. C'est sa volonté. Sa foi sans sa volonté, eh bien,
On retournait au verbalisme sentimental, comme hélas, trop des mouvements humains, que ce soit du cœur ou que ce soit de l'esprit. On retournait au verbalisme sentimental, mais Lecoing a incarné l'idée dans sa volonté d'aboutir. Et c'est là l'exemple particulier. Des gens intelligents, des gens qui ont des idées heureuses, des gens qui peuvent établir rapidement des systèmes de pensée, de morale ou de philosophie. Nous en avons de nombreux. Ce qui nous manque le plus sont des hommes qui, ayant distingué le but, s'y dirigent, quels que soient les obstacles, et non de cesse qu'il ne les atteint. Lecoing n'est pas un penseur au sens classique du terme. Lecoing est un homme qui réalise une pensée qu'il porte en lui, et c'est, je crois, l'essentiel, car c'est là l'efficacité. Il y a 4 ans, en 1962, Louis Lecoing, on s'en souvient peut-être, mais on sait que les Français ont la mémoire courte. En 1962, donc, Louis Lecoing avait 74 ans. Et il fit la grève de la faim, une grève de la faim qui dura 22 jours. Et à ce moment-là, il reçut du monde entier des télégrammes d'encouragement et de félicitations. Je voudrais en lire 2 pour vous montrer combien cette action fut suivie en Europe et dans le monde entier. Premier télégramme, il est de Saragat, l'actuel président de la République italienne. Voici ce que disait Saragat. Roma, juin 62, profondément ému, votre généreuse attitude souhaite compréhension, président de Gaulle, toujours sensible, problèmes humains. Votre ami Giuseppe Saragat. Le second était de Pietro Nenni, qui fut, comme on le sait, le ministre des Affaires étrangères italien. Rome, juin 62, votre protestation soulève admiration et solidarité des socialistes italiens qui sont avec vous pour demander amnistie pour objecteurs de conscience détenus. Nous vous souhaitons bon succès. Ainsi, les témoignages venaient de partout. Émile Baucher. Quand j'ai appris que Lecoing faisait la grève de la faim, je ne me suis pas dissimulé tout ce qu'elle pouvait avoir de dangereux pour lui. Le connaissant comme je le connaissais, et connaissant surtout la résolution, la persévérance dont il était capable, j'ai senti à ce moment-là que c'était une lutte à mort qu'il avait engagée. Je savais bien qu'il serait soutenu jusqu'à la fin par un optimisme absolument total, parce que c'est l'homme qui a toujours cru dans les entreprises qu'il prenait, qu'il faisait. C'est l'homme qui se disait « il n'est pas possible que j'échoue, il n'est pas possible que le monde ne comprenne pas le cri de ma conscience, la lutte que j'engage, la vie que je mets en jeu. » Et personnellement, je savais que c'était l'homme qui, si son optimisme était trompé, s'il rencontrait devant lui vraiment un mur d'incompréhension, je savais que c'était l'homme qui était capable de se laisser mourir. C'était l'homme qui avait vraiment fait le don de sa vie. Et je ne pouvais pas, en raison de la profonde affection que je lui portais, ne pas lui conseiller de ne pas aller jusqu'au bout, ce que presque tous ses amis ont fait. Et au fond, je me rendais bien compte qu'en l'invitant en quelque sorte à ne pas aller jusqu'au bout, c'était pour lui une lutte terrible d'avoir à lutter contre ses propres amis qui lui déconseillaient d'aller jusqu'au bout, alors que je savais que lui ne pouvait pas reculer, il était obligé d'aller jusqu'au bout. Mais Picret? Pioche disait de Lecoing, l'anarchisme n'a besoin de personne pour être grand, sinon Louis Lecoing pourrait suffire à sa grandeur. Et il ajoutait, c'est un magnifique exemple d'humanité, d'activité prodigieuse au service des hommes et de la liberté. Une autre personne a dit de lui, c'est un homme qui honore les hommes, c'est un moment de la conscience humaine. Rien de tout cela n'est exagéré, car Louis Lecoing a eu une conduite publique et privée irréprochable. Une propreté de conscience, une énergie morale, une fidélité à ses convictions et à ses principes dans tous ses actes. Maître Gérard Rosenthal. Lecoing m'a conservé son amitié de longues années. Il m'a été donné de le défendre
dans les derniers temps, au moment de la guerre d'Algérie, un jeune insoumis s'était réfugié dans la région de Nîmes, auprès de ses parents. Les gendarmes vinrent le surprendre. Il se sauva dans son jardin et les gendarmes l'ont abattu. Le Coin avait publié un article qui s'appelait « Odieux assassinat » et il était poursuivi. Il ne manqua pas de maintenir devant le tribunal l'attitude qu'il avait déjà maintenue toute sa vie devant toutes les juridictions très nombreuses devant lesquelles il avait comparu. Et quelques mois plus tard, son journal offrait l'hospitalité au poète Bouju, le directeur d'une revue poétique excellente qui s'appelle La Tour du Feu. Le Coin publiait un poème de Bouju consacré par le poète à son fils qui s'était réfugié en Suisse pour ne pas servir en Algérie. Le Coin, naturellement, publia ce poème en l'appelant « Heureux fils, heureux père », et il fut à nouveau l'objet de poursuites, car sa vie tout entière a été celle d'un homme qui s'est tenu la tête droite pour défendre ses idées devant tous les tribunaux et devant toutes les répressions. En le défendant, je pensais à un article que, au temps de sa jeunesse, Gustave Hervé lui avait consacré et dans lequel Gustave Hervé évoquait l'ombre de Léon Tolstoï. Je retrouve Le Coin au cours de la grève de la faim qu'il accomplit pour la défense des objecteurs de conscience. Il était au 20e jour de son jeûne volontaire et ses amis étaient extrêmement inquiets pour sa vie, comme l'étaient également les médecins qui l'entouraient. Je me rendis à l'hôpital où il se trouvait et le directeur, sans doute pour répondre à des ordres, me déclara que Le Coin n'était plus à l'hôpital. Je lui demandai de vérifier. Il me répondit en m'affirmant que Le Coin n'était pas là. J'insistais, je me retirai, j'interrogeais des infirmières et des internes. Après m'être assuré que Le Coin était bien à l'hôpital, je revins trouver le directeur et lui dis très nettement que ou bien j'aurais immédiatement accès auprès de mon client, ou bien je déposerais une plainte en séquestration. Et enfin, je parvins au chevet de Le Coin. Émacié, visiblement atteint, nettement en danger. Il n'avait qu'un souci. Le bruit courait qu'on allait inculper ses proches de non-assistance à personne en danger. Et dans tout notre entretien, cet homme qui était à la limite des forces humaines ne se souciait que du sort de ses parents les plus proches et de ses amis. Jean Gauchon. Lorsque j'étais avocat, j'ai eu l'occasion de défendre de nombreux objecteurs de conscience à partir de l'année 1950. C'était l'époque où les objecteurs de conscience étaient très mal considérés, étaient vus d'un œil très réprobateur par les juges et par les présidents des tribunaux militaires. On les accablait de nombreux défauts. On disait que c'était des gens à la recherche d'une planque. On disait que c'était des lâches. On disait que c'était des asociaux. Aujourd'hui, on est revenu sur pas mal de ces affirmations-là. D'abord, on s'est rendu compte que les objecteurs de conscience, s'ils refusaient le service militaire, ne recherchaient pas du tout un moyen
de s'évader à certaines obligations pénibles, puisqu'en réalité, ce qu'ils réclamaient tous, c'était un service civil de remplacement qui était souvent plus pénible que le service militaire lui-même. Quant à la lâcheté, les juges militaires se sont rendus compte au bout d'un certain nombre d'années que ce qualificatif ne pouvait pas leur aller, car ces jeunes gens, lorsqu'ils avaient été condamnés presque toujours au maximum de la peine, c'est-à-dire à 2 ans de prison pour refus d'obéissance, n'hésitaient pas à formuler un nouveau refus devant leur juge, si bien qu'ils étaient condamnés une seconde fois, puis une troisième, puis une quatrième. Et puis, disait-on, ce sont des asociaux. Asociaux, certes, si l'on tient compte de la société actuelle, car tous les révoltés, en réalité, sont des asociaux. Ce sont des gens qui désirent une modification de la société telle qu'elle se présente, une société injuste, une société basée uniquement sur le profit, une société qui ne voit d'autre moyen de résoudre ses conflits que par des moyens violents, c'est-à-dire par la guerre. Mais, à l'époque dont j'ai parlé, c'est-à-dire aux alentours des années 1950, on ne considérait guère les objecteurs que comme des lâches et comme des asociaux. Et dès le temps où ils passaient leur détention en prison, ils étaient souvent les victimes de sévices, de brutalité. Nombreux étaient ceux qui payaient d'une détention prolongée leur profond amour des hommes. Les injures, les coups pleuvaient sur eux. Ils étaient abreuvés de menaces et de sarcasmes. J'en ai connu qui étaient enfermés en plein hiver dans des locaux sans feu et sans éclairage. Ainsi, César Bugani, le premier objecteur de conscience après la dernière guerre, resta 90 jours dans une cellule à demi nu, et bien entendu, sans feu. D'autres mangeaient dans la nuit avec leurs doigts le contenu d'une gamelle, un contenu infect bien souvent, car on ne leur donnait ni cuillère ni fourchette. J'ai connu ces faits. Je les ai à l'époque dénoncés publiquement dans une conférence de presse. Je l'ai dit également devant des tribunaux militaires, en vain hélas. L'un de mes clients, Bruno Montanari, incarcéré depuis plus de 2 ans, tomba malade en 1951. Pour le guérir, on l'envoya dans une cellule disciplinaire, le sinistre mitard qui est bien connu des détenus. Il perdit 30 kilos et contracta la tuberculose. J'ai insisté, impuissant, à son martyre. J'ai vu chez moi ses parents qui pleuraient, bouleversés. Enfin, on a obtenu le transfert du malade dans un hôpital civil où il fut soigné avec dévouement et aujourd'hui, il est heureusement complètement guéri. Mais je ne pourrai jamais oublier les atroces moments que j'ai passés alors en pensant bien que Montanari allait mourir. Je crois que ce sont des jeunes gens courageux, honnêtes et qui apportent dans tous les pays un précieux témoignage, en même temps qu'une espérance grandiose. Il nous donne un exemple, l'exemple le plus pur, le plus désintéressé, et j'aime à ce propos citer la très belle parole de Louis Lecoing, disant que les objecteurs, c'est la morale en action. Pasteur Rosaire. Bien que je sois persuadé que la cause de l'objection de conscience ne doit pas être liée trop étroitement à des personnes individuelles, peut-être on accrédite son témoignage en disant que l'on a été soi-même mis dans ce cas. J'ai été élevé comme un fils d'Alsacien d'une manière très nationaliste, même chauvine. Pendant la Première Guerre mondiale, la rencontre d'un pasteur comme Wilfred Monod et la lecture de Jaurès m'ont orienté dans un autre sens. Et c'est tout aussitôt que les scrupules plus ou moins étouffés pendant le temps que j'étais sous les armes, on est guère libre mentalement sous les armes, se sont fait jour et ont abouti à ce qu'en janvier 1923, j'ai été contraint de prendre position, c'est-à-dire de déclarer en haut lieu qu'en aucun cas je ne servirai plus ni en temps de paix, ni en temps de guerre, ni comme officier, ni comme soldat. Et en 1939, après des difficultés qui ont été peut-être grandes dans l'Église, plus encore que dans l'État, cela m'a conduit en prison comme objecteur de conscience, parce que j'ai été condamné à 4 ans. Peut-être la petite histoire retiendra-t-elle que
J'avais été d'abord inculpé de refus d'obéissance, m'étant livré d'ailleurs moi-même à l'autorité, mais j'ai été réinculpé de surcroît d'insoumission. Et comme je faisais remarquer au juge d'instruction que c'était inconsistant, juridiquement parlant, que si j'étais insoumis, je n'étais pas au corps et ne pouvais pas faire de refus d'obéissance, et inversement, il a souri et m'a dit oui, mais le cabinet du ministre a ordonné ce deuxième chef d'accusation parce qu'on pense que la guerre peut durer comme la première, 4 ou 5 ans, et qu'il faut que vous soyez hors d'état de nuire pour aussi longtemps que ça durera. Avec l'insoumission, vous avez 5 ans, tandis qu'avec le refus d'obéissance, vous n'avez que 2 ans. J'ai trouvé cordial de la part des juges ensuite de ne m'accorder pas 5 ans, mais 4 ans seulement. C'était une manière de reconnaître l'honnêteté de la position. Morvan-Lebesque. Je ne partage pas toutes les idées de Lecoing. Je considère que la non-violence ne résout pas tous les problèmes. Je crois, dans une large mesure, à la nécessité d'une certaine agressivité chez l'homme. Et la preuve d'ailleurs, c'est que l'homme, si la guerre disparaît, ce n'est pas lui qui l'aura tué, c'est elle-même qui se sera tuée, avec l'invention des bombes atomiques, etc. Mais Lecoing, que j'ai rencontré souvent et qui m'honore de son amitié, m'a paru tout le temps un homme absolument extraordinaire. C'est très difficile à dire. Il émane de lui, quand on est avec lui, quand on lui parle, cette espèce d'aura que j'ai rencontrée chez 2 ou 3 hommes dans ma vie, entre autres chez Albert Camus, entre autres Charles Dullin, et qui est cette qualité indéfinissable, mais absolument subjugante de l'homme, qui est une sincérité totale, qui fait corps avec sa propre sincérité à chaque instant de sa vie. C'est l'impression extraordinaire qu'on reçoit quand on se trouve avec Lecoing. Et bien que j'ai suivi au fond son combat d'assez loin, et bien que, je le répète, je ne sois pas entièrement d'accord avec lui, il m'a toujours fait l'impression d'un homme qui pouvait avoir tort dans le provisoire, dans le momentané, mais qui avait raison dans l'absolu. Et en plus, nous lui devons, j'estime, beaucoup. Nous lui devons d'avoir été un de ces hommes qui, dans ce siècle des tatismes, dans ce siècle de pouvoir sur les êtres, s'est élevé contre cette horrible chose qui s'appelle la morale d'État, au profit de la morale de l'individu. C'est une chose qu'on a oubliée depuis très longtemps, on peut dire presque depuis toujours, et spécialement en France depuis Napoléon par exemple, c'est que l'individu compte, que l'individu a ses droits en premier, et que la morale d'État n'est que secondaire, et qu'on n'a pas le droit, absolument pas le droit, de lier totalement un individu, un être humain, à l'État. Eh bien, cela, Lecoing nous l'a fait comprendre, mieux que personne, parce qu'il nous l'a fait comprendre non seulement par des mots, mais par sa vie. Bien qu'à les lire, on ait souvent l'impression du contraire, je crois que chez les gens de plume, ce sont les caractères qui sont les exceptions. Quand je parle de caractère, je n'entends pas parler de volonté, d'orgueil, mais de personnalité et de fidélité à celle-ci. L'homme incapable de tricher avec soi-même, quoi qu'il soit, quoi qu'il veuille, quelles que soient les circonstances. Il peut être sympathique, ou il peut être odieux, mais il est lui, sans masque, tel que la vie l'a fait, et même s'il change d'idéal ou d'idée, ce qui est le droit de toute conscience, la trame reste la même sur quoi l'être quotidien brode ses fioritures temporelles. Dans une humanité où tant de gens, dont d'illustres, usent leur vie à n'être personne, je trouve ces gars-là lumineux. C'est ainsi que Jérôme Gautier, du Canard enchaîné, parlait de Jean Galtier-Boissière, du Crapouillot. Et tout ce qu'il disait de Galtier-Boissière peut s'appliquer à lui, Jérôme Gautier. Et, quand vous l'aurez entendu, vous comprendrez pourquoi, à son insu, je fais présenter Jérôme Gautier par Jérôme Gautier lui-même.
les sentiments personnels que je porte à ce personnage sympathique et odieux ne concernent que moi et lui. Avant la dernière guerre, enfin la dernière d'avant la prochaine, je ne connaissais Lecoing que de réputation, à distance. Oh, on naviguait bien sûr dans les mêmes eaux, mais le destin n'avait pas permis qu'on se rencontre. Je savais, comme tout le monde, combien Louis Lecoing s'était dévoué, dépensé en faveur de Sacco et de Vanzetti. Vainement, hélas. Il avait ameuté l'opinion publique. Il avait obtenu qu'interviennent auprès des Américains les personnalités les plus considérables de la politique et des lettres. Sauf une. Ah oui. Paul Valéry avait refusé sa signature à Lecoing. Quand l'exécution de Sacco et de Vanzetti a été connue à Paris, ça a été un véritable soulèvement populaire. Un peu avant la guerre, la der des avant-der, Lecoing a fondé le bulletin de la solidarité internationale antifasciste, où Janson, Monsieur Henri Janson, duc d'Honfleur, a publié des chroniques que je considère comme de véritables pièces de musée. Des chroniques plus que mordantes, le détergent idéal pour tous les linges sales de la politique et du service d'ordre. L'encre qui noircit la crasse. C'est rare et ça se vend mal. Mais notre vieux Louis Lecoing n'a jamais rien vendu, pas même son âme à Dieu. Il est décourageant. Janson est de mon avis. Louis, c'est un emmerdeur. Il est tellement courageux, tellement propre, tellement pur le petit bonhomme, que devant lui, quoi qu'on ait fait et quoi qu'on fasse, on est gêné de se sentir un abo. Alors après cela, il y a eu la drôle de guerre. Vous vous souvenez? Radio Stuttgart contre Radio Daladier, les deux pastis concurrents. Lecoing, lui, les guerres, ça l'énerve. Non seulement il refuse de les faire, non seulement il est contre, mais il tient à ce qu'on le sache. Il a donc suffi que la guerre soit déclarée pour que Louis Lecoing, lui, dans un manifeste fameux, déclare « paix immédiate ». Ce manifeste, il réussit à le faire signer par de brillants esprits, lesquels devinrent verdâtres quand ils comprirent que leur signature risquait de les faire valser en tôle. C'est seulement après la guerre, et vous savez laquelle, que Louis Lecoing et moi, on s'est connus. Dans des circonstances d'ailleurs assez curieuses. Quelqu'un qui n'avait pas de sympathie pour ce désordre établi qu'on appelle l'ordre, s'est trouvé un matin dans la nécessité de brouiller sa piste. Il croyait sentir des poulets sur ses talons. Alors, comme il fallait faire vite, et que Lecoing perchait aux environs, on est allé sonner chez lui à tout hasard. Je revois encore la scène. Lecoing, qui aurait pu, non sans raison, ne pas accueillir le fugitif, lui a serré la pogne et lui a dit « Entrez ». Et puis il s'est retourné et il a appelé Marie. Marie, c'était Madame Lecoing, une femme adorable dont nous portons tous le deuil. Et Louis a dit à Marie, « Voilà, je te présente un tel. Les flics le cherchent. » Et Marie, à son tour, a dit, « Entrez, vous êtes chez vous. » Voilà. Alors maintenant, quand j'embrasse le vieux Louis, c'est aussi Marie que j'embrasse. Bon, cela dit, il est évident que Louis Lecoing n'en finira jamais d'emmerder son monde. Même quand il fera de la chaise longue, s'il arrive avant nous au Père-Lachaise, il restera l'exemple qu'on n'est pas forcé d'imiter, mais qu'on a
pas le droit de ne pas essayer de suivre. C'est empoisonnant, un mec comme ça. Voilà 40 ans qu'on se bagarre contre toutes les sortes de cons qui nous cernent, comme dit l'illustre Janson. J'en ai marre à la fin. On voudrait penser à autre chose. Après tout, il n'y a pas que du noir, il y a aussi du rose dans la vie, ne serait-ce que dans le soutien-gorge des pépés. Et puis, il y a les rosés d'Anjou et de Provence, et il y a les copains marrants, pas tous, mais ça existe. Il y a Traîneau, il y a Grove, il y a Janson, il y a Robert Gaillard, il y a Bréfort, quand il boit du lait. Il y a Valentine. Ça fait passer le dimanche. Alors, vous vous couchez le mardi vers 7 heures du matin, et à 8 heures, vous êtes réveillé par le téléphone. C'est Monsieur Louis Lecoing qui compte sur vous de toute urgence pour l'aider à dédouaner 300 objecteurs de conscience, ou 15 000 esclaves arabes, ou 6 générations de détenus politiques espagnols. Mal réveillé comme vous l'êtes, vous avez envie de lui répondre « mange ». Seulement, vous n'osez pas. Parce que si on lui disait « mange », Louis Lecoing serait très capable de recommencer la grève de la faim. À son âge, je vous demande un peu.